Alors on commence avec toi Grégoire, tu as vu cette semaine Love, Death and Robots sur Netflix. Oui. Gros omnibus animé sur les séries de VOD. Alors globalement, voilà, fais-nous un petit tour d'horizon, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Ok, premier élément, c'est sorti le 15 mars dernier et ça reprend une tendance qui a été grandement popularisée par une autre série Netflix qui est Black Mirror, puisque c'est 18 courts-métrages en fait unitaires qui présentent presque autant de styles et de tonalités et qui ont été conçus par des studios américains, coréens, hongrois et français. Bon, on va pas se mentir, ici Netflix présente en fait un catalogue qui est en plus estampillé, donc c'est David Fincher et Tim Miller, le réalisateur de Deadpool et du prochain Terminator, afin que chacune et chacun puisse finalement trouver un épisode qui lui plaît, et ça va servir de sonde en fait à Netflix avant de se lancer définitivement dans l'animation. Donc comme son nom l'indique, Love, Death and Robots parle de love, comprendre ici de sexe, death, comprendre ici de gore, et robots, il faut comprendre ici de machines et du rapport qu'on entretient au sens large avec la technologie qui est omniprésente dans nos vies aujourd'hui. C'est une série qui s'adresse à un public adulte au trip quand même honnêtement bien solide, puisqu'elle navigue entre anticipation, horreur, science-fiction et puis humour noir aussi. En somme, c'est une production riche mais parfois difficile à digérer. Alors effectivement, difficile à digérer, mais c'est aussi parce que c'est un projet très ambitieux. C'est sûr, le premier constat c'est que visuellement c'est fort, voire très très fort, c'est bluffant, chaque épisode est bluffant en termes de dessin, de graphisme et de production artistique. En fait il y a une multitude de formats et de thèmes qui nous est présenté et ça en fait une série très flexible. L'objectif derrière c'est de s'adapter à l'emploi du temps de chacun, dans le sens où chaque épisode dure entre 5 et 20 minutes, donc c'est très très court et ça peut se consommer n'importe où, n'importe quand, et ça s'adapte en fait à l'homo metropolitanus finalement. Donc je te laisse la parenté de cette expression. En fait offre une foule de procédés d'animation très différents, cinématique, 3D brut, manga, dessin enfantin, un peu comme Fortnite. On retrouve par exemple le réalisateur du Spider-Verse dans le 3e épisode, une course poursuite, et ça se voit énormément sur l'univers et c'est pas du tout désagréable. On devine donc en filigrane le projet qui est derrière, parce que ça sert finalement de sonde avant de se lancer dans la Japanime. Après, passer le moment d'ébahissement, c'est place à l'inconfort et parfois à l'incompréhension tout de même. C'est un joyeux bordel, disons-le clairement. Les 2-3 premiers épisodes, moi j'étais totalement perdu, donc il y a une recherche urgente de points de repère, et les points de repère, quels sont-ils? La violence, qui est soit explicite, soit implicite, distillée avec une dose de cynisme et d'humour. Je pense à un épisode sur des robots qui est très 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 drôle. Les 3 petits robots. Les 3 petits robots, c'est le 2e épisode, mais la fin est quand même mal à l'aise en fait. Et l'autre point de repère, ça sera ce cynisme. Les thèmes évoqués nous sont narrés en fait. Comment dire, ils sont soutenus par une réalisation, donc des plot twists, des chutes à rebondissements, un peu à la Inception, qui invite à la réflexion parfois, mais ça va parfois jusqu'au malaise complet. Je pense à un épisode qui s'inspire beaucoup de Gravity et qui pose des dilemmes du style Saw en fait, au personnage principal. C'est Saw Cross Gravity. C'est ça. Et donc là on finit l'épisode, on n'est pas bien quoi. Et le problème c'est que quand on se souvient que ce sont nos points de repère pour naviguer dans ce catalogue, vite le sentiment d'inconfort et de malaise nous gagne et nous empêche en fait de proposer pleinement de ce qui nous est présenté, une production artistique quand même assez époustouflante. Donc tu dis mais même si l'omnibus contient quelques perles, faut faire le tri quoi. Ouais, c'est clair, parce qu'il y a quand même des lourdeurs bien pénibles et des maladresses assez redondantes qui passent pour un manque d'inspiration en fait à force. Par exemple, les chutes d'épisodes sont prévisibles. Au bout de 3-4 épisodes, on comprend très bien qu'en fait la situation initiale va systématiquement se barrer en sucette et que ça va finir dans le sang. Et voilà, je veux dire. Happy Friends quoi en fait. C'est ça. Et le problème c'est que on sait que ça me le vend. À partir du moment où on sait qu'il y a un truc qui cloche ou qui finira par clocher et que ça va se régler avec du sexe et du gore, c'est dérangeant parce que ici ça ne sert absolument pas le propos en fait. Ce qui était très intéressant, c'est certains épisodes, je pense à Bonne Chasse qui se déroule qui nous conte un mythe dans un Hong Kong du 19e siècle et qui est assez époustouflant, et là l'utilisation du sexe et de la mort sert le propos, le met bien en avant. Achilles Drift, c'est pareil, je vous laisserai découvrir l'épisode, mais le reste des épisodes, c'est-à-dire les 16 autres, le gore est juste là pour faire du remplissage, et c'est n'enterre pas Zima Blue quand même. Ok, non, exception Zima Blue. Attention. Du coup c'est violence gratuite, gore à gogo, parce qu'il n'y a rien d'autre à mettre, et sexe inutilement intégré dans l'optique de dire regardez, il y a du cul dans cette série, égale c'est une série pour adultes.
Or, le problème, c'est la définition de qu'est-ce qu'une programmation pour adultes qui est derrière. Je veux dire, c'est pas parce qu'on aborde on présente des contenus plus 18 que c'est une série pour adultes. Ce qui est important dans une production pour adultes, c'est le fait de traiter des sujets avec maturité. Et là, ici, c'est pas le cas. Souvent, on a l'impression d'une production un peu adolescente, névrosée et violente inutilement. Donc en gros, ce que tu veux dire, c'est que il pense davantage le contenant que le contenu, c'est-à-dire on veut faire un truc plutôt outrancier, plutôt en dehors des clous à l'américaine, au sens où le bot Facebook il voit des tétés et de l'hémoglobine, donc c'est pour adultes, mais que le traitement en lui-même n'est pas forcément ultra subtil ou. Ouais, c'est ça. L'épisode le plus abouti, à mon sens, c'est un épisode qui s'appelle La Revanche du Yaourt, qui dure 5 minutes, et au début on est sceptique. On nous explique comment le yaourt va prendre le contrôle de la Terre, puis va se barrer prendre le contrôle de la galaxie. Donc il faut voir une allégorie quand même de Tesla et du rapport qu'on a avec tous ces gros acteurs. Et c'est un peu ironique quand même quand c'est Netflix qui nous présente un petit conte comme ça sur la place qu'occupe Tesla dans nos vies. Petit grain de sable dans la machine. Mais c'est le plus abouti dans le sens où moi j'ai fini l'épisode et puis je me disais, mais oui, ça tient la route, quoi. C'est logique. On te fait de la SF dystopique avec du yaourt. Ouais, c'est assez audacieux. Est-ce que vous l'avez vu autour du plateau? Absolument pas. Alors, Picoré, j'avais une question. Je voulais pas te. Oui, Jonathan, vas-y. La durée des courts-métrages, ça va de combien à combien? Exactement la question que je voulais poser. De 5 à 20 minutes. Ah oui, oui, parce que en fait, tu en parlais quand tu disais, on voit souvent le même pattern en fait. C'est vrai que dans un côté dystopique, tout ça, tu t'attends à ce que la situation initiale parte mal en fait. Donc c'est pour ça que c'est vrai que si tu as un seul format, ou en tout cas un format de 5 à 20 minutes, je comprends qu'ils aient voulu être sur une recette et l'appliquer pour pouvoir avoir quelque chose qui tienne la route. Maintenant, c'est vrai que 5 à 20 minutes, t'as pas de quoi forcément construire un récit sur la longueur et faire des twists tout le temps. Il y a un épisode qui s'appelle Fish Night en anglais, j'ai pas la traduction en français, où les deux protagonistes tombent en panne en fait sur une route, je pense dans un désert. Dans un désert, je pense que c'est le désert australien vu l'histoire qu'il y a autour. Et finalement, ils se retrouvent importés ils découvrent une sorte d'univers multicolore vraiment incroyable, un peu comme quand tu découvres l'univers de Avatar ou de Dragon 3 quand ils découvrent le monde caché. Et c'était pas la peine de... La chute est voilà, pas en queue de poisson, lol. Voilà. On pourrait en regardant, mais on en parlait avec Karel, c'est que ça invite à l'humilité, mais il y avait d'autres manières d'inviter à l'humilité sans en venir au sang, à la mort, et je veux dire, c'était pas forcément ce qui aurait eu le plus de portée à mon sens. Ça aurait gagné à être peut-être un peu plus varié dans les thématiques traitées. Johan, est-ce que tu as pu t'y frotter? Non, mais j'aimerais bien. Tu n'étais pas sur Netflix Si, je suis sur Netflix et tout, mais simplement j'ai pas eu le temps ces dernières semaines. Mais c'est vrai que j'aimerais bien y mettre parce que j'ai l'impression qu'entre ça et Devilman Crybaby, Netflix essaie de se repositionner un peu en tant que leader entre guillemets d'animation pour adultes, comme on avait pu le voir, je pense dans les 90 notamment, à travers un éditeur comme Manga Vidéo, parce que c'est vrai que ça paraît bizarre, mais c'est vrai que ça me rappelle un peu. T'as l'impression qu'il y a un revival de cette époque où justement t'avais beaucoup d'animés un peu trash, etc., de films d'animation, voilà. Et j'étais d'autant plus intrigué parce que il y avait, ça me rappelle un projet abandonné qu'avait eu David Fincher avec James Cameron à un moment, et Kevin Eastman, le créateur des Tortues Ninja. C'était un film à sketch Metal Hurlant en fait, qui avait été annoncé dans la foulée d'Avatar et qui aurait dû être un film à sketch co-réalisé notamment avec Fincher, Cameron et Kevin Eastman notamment. D'accord, donc on a des restes de ce projet là-dedans. Donc voilà, et c'est vrai qu'effectivement, d'après ce que tu dis et d'après d'autres retours que j'ai eu, il y en a pas mal qui disent que ça fait un peu penser à l'esprit un peu Metal Hurlant, comme il y avait justement dans la revue aussi bien française que son homologue, le dérivé américain qui a eu dans les 70, qui a donné lieu à un très célèbre film d'animation. Voilà. Le souci, c'est que si c'est pas marketé comme tel, les gens se pensaient peut-être pas qu'il y aurait que cette manière-là de traiter la chose. Peut-être effectivement, en tout cas, on peut quand même remercier Netflix de s'engager sur ce terrain pour l'instant pas très exploité, hein, on peut le dire très clairement dans l'animation actuelle. Peut-être qu'on aura des belles surprises. Je rappelle, Netflix a dépensé 800 millions de dollars, je crois, pour sa branche animation, avec un truc énorme, donc avec tous les projets qu'on a annoncés la semaine dernière, plus les views cette semaine en CGI, pas mal de choses à mon avis à voir du côté de Netflix pour les années qui viennent. Merci Grégoire pour ta critique. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre.
L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.